Je vous propose en effet qu'on aborde maintenant le sujet des classes virtuelles qui en effet est ressorti dans l'étude menée par le cabinet Stanwell comme une modalité pédagogique nouvelle, même si je pense que certains en font depuis un certain nombre d'années, peut-être sous d'autres termes, stage en ligne. Mais il est apparu que c'était une modalité en tout cas qui interrogeait les différents établissements et sur lequel on nous sollicitait pour en savoir un petit peu plus. Donc avant de passer aux expériences et de vous présenter un peu mieux ce que fait le CFPB en classe virtuelle, je vous propose de voir en images. Alors, faut que je... Ah, pardon. Voilà, de voir en image ce qu'est une classe virtuelle, comment ça se passe. Donc l'idée c'était de vous montrer comme ça en image pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était une classe virtuelle, qui en effet est une classe à distance, mais qui permet de reconstituer le principe de la classe avec des participants et un animateur au centre des débats et des échanges, mais qui est positionné comme les participants derrière son poste de travail, donc il n'est pas comme nous aujourd'hui sur scène, et donc il y a moins de décalage finalement entre l'animateur et les participants. Alors en réalité, notre constat qui nous a poussé à développer ces classes virtuelles, c'est qu'en effet, bon, c'est un peu caricatural, mais les modules e-learning, c'est vrai, quand on a réalisé l'étude en 2008, puisque l'étude, en effet, réalisée par Stanwell en 2013 était la suite d'une étude, comme vous le disiez Gilles, qu'on avait déjà réalisée en 2008, et on avait vraiment ressenti une volonté des établissements bancaires de développer, et à l'époque on ne parlait pas beaucoup de classes virtuelles, et on parlait de e-learning, et en effet de vraiment d'intégrer dans leur modalité pédagogique le e-learning. Certains établissements nous parlaient de pousser le e-learning jusqu'à 25% de leur formation. Un établissement nous avait parlé de remplacer le présentiel quasiment en moitié par du distanciel et notamment du e-learning. On s'aperçoit en 2013 que le e-learning, en effet, a été beaucoup pratiqué, peut-être pas autant que ce qui nous avait été dit en 2008, mais a été largement développé, notamment pour les formations réglementaires. Il y a, c'est vrai aujourd'hui, non pas un retour en arrière, mais le constat est qu'il y a peut-être eu un peu une utilisation un peu excessive de cette modalité, que l'apprenant se sent quand même seul derrière son poste de travail, que le e-learning n'est pas toujours très bien planifié, donc il est fait en effet, comme le disait Olivier, en dehors des heures de travail, quand on a un petit peu de temps. Donc c'est une modalité dont on revient un petit peu quand elle est finalement pratiquée toute seule. Et il y a l'idée de l'intégrer dans des parcours, de travailler sur de la mixte formation, bon, qui apparaît comme vraiment importante aujourd'hui pour les différents établissements. Le présentiel, le contrepoint du distanciel, du pur distanciel e-learning, le présentiel, il y a quand même maintenant un manque de disponibilité à participer à des journées de formation complètes ou à plusieurs journées de formation. Par ailleurs, les gens ne sont pas toujours très disponibles, même quand ils sont en journée de présentiel, avec leur BlackBerry et leur connexion perpétuelle font qu'ils ne sont pas forcément non plus très disponibles intellectuellement pour participer pleinement à une journée de présentiel. Donc ce double constat, plus la dispersion géographique des apprenants, qui existe depuis toujours, mais il est toujours un peu délicat de faire déplacer les apprenants qui sont dispersés. On voit les grèves de train aujourd'hui, c'est quelquefois difficile de les faire bouger de leur lieu de travail. Donc ce constat nous a poussé à réfléchir à des solutions de formation un peu différentes. Là, ce que nous demandent nos clients, c'est en effet des formations rapides, qu'on peut monter très rapidement, ce qui n'est pas le cas du e-learning qui nécessite des investissements assez lourds, et la cible n'est pas toujours suffisamment nombreuse pour développer des modules e-learning par rapport au prix du développement d'un module e-learning. Donc une organisation rapide, quelque chose qu'on peut faire rapidement, mettre en œuvre rapidement, efficace, tournée vers l'opérationnel, ça c'est le leitmotiv de la plupart des responsables formation, c'est il nous faut des formations qui soient directement opérationnelles dès la suite de la formation, et puis remettre l'humain au centre des formations, puisque c'était le gros déficit des modules e-learning réalisés seul derrière son poste de travail. Donc là, c'est vrai que la classe virtuelle correspond bien à ces différents challenges, puisqu'elle allie vraiment présentiel et distanciel, puisque c'est, comme le disait le petit film, c'est des sessions très concentrées, donc d'1h30,
qui se réalisent sur le poste de travail, donc avec des petits groupes, 6 à 10 personnes au maximum, pour permettre les échanges entre les participants. Donc les personnes se connectent voilà, via Internet, avec un pont téléphonique pour l'amélioration du son, mais c'est vraiment très simple, avec des outils de webconférence qui sont très simples pour permettre à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur poste de travail, de pouvoir y accéder, donc retirer les problèmes dus à la technologie. Donc des outils simples, mais l'idée c'est de partager un PowerPoint. Ce PowerPoint est partagé par l'ensemble des participants et se construit finalement avec l'expérience de chacun. Donc c'est vraiment de l'interactivité, donc un animateur qui est formé pour animer en classe virtuelle. Donc on ne part absolument pas des supports de présentiel, on refait complètement un support adapté à la classe virtuelle, puisqu'il faut vraiment repartir des objectifs opérationnels souhaités, les points d'arrivée finalement de la classe virtuelle, et puis d'essayer de construire finalement ces objectifs grâce à l'intervention de chacun, l'interactivité de chacun et les connaissances de chacun. Donc chaque participant apporte finalement un certain nombre d'informations qui sont recompilées, resynthétisées, réagrégées, plus un apport de connaissances de l'expert, qui fait que finalement les objectifs et les points clés de l'animation finalement sont construits par les différents intervenants et participants, tout ça animé et mentoré par l'animateur. Donc il y a vraiment, c'est quasi de la présence, puisque les personnes sont derrière la poste de travail, mais toujours en interaction, donc très sollicitées par l'animateur, qui laisse place, grâce à des slides finalement vides, à la prise de notes finalement des participants et de l'animateur pour construire les messages. L'animateur est vraiment une ressource, un facilitateur et un expert évidemment du sujet qui apporte son expertise, plus recadre les échanges, mais là aussi essentiellement pour faire finalement s'appuyer sur les capacités de chacun et les connaissances de chacun pour, par boucles successives, voilà, sollicitation, recadrage, synthèse, et donc chaque participant, pendant 1h30, est totalement concentré sur la matière qui est le sujet de la classe virtuelle. Voilà, donc les techniques pédagogiques actives, voilà, centrées sur l'échange entre pairs, le partage d'expériences qu'on a vu dans le petit film. Pardon, je me retourne en arrière. Hop. Ah, suivant. Ça y est, j'y suis. Voilà. La classe virtuelle, les premières expériences que nous avons et les remontées des différents apprenants, c'est vraiment une modalité qui leur permet finalement de s'exprimer plus qu'en présentiel. Finalement, nous développons les classes virtuelles sans webcam. Donc finalement, les participants ne se voient pas. On a choisi ce mode de pédagogie. Ils ne voient pas non plus l'intervenant. Et donc finalement, de ne pas se voir permet de se concentrer sur le support. Le support doit être très dynamique, très interactif, puisqu'il se construit aussi avec les participants. Et l'idée, c'est que finalement, le fait de la distance et de ne pas se voir désinhibe la parole. Et finalement, les gens prennent plus facilement la parole quand on leur dit Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle chose. Ils répondent, d'abord, ils sont obligés de répondre, ils sont sollicités, mais finalement, les prises de parole sont plus faciles que si vous êtes dans une classe avec le professeur sur son estrade. Et donc, ça, finalement, c'est beaucoup plus convivial et les gens rebondissent sur les échanges de chacun. Et ça permet cette désinhibition qui fait que tout le monde prend la parole. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être beaucoup plus de 8, puisque l'animateur doit vraiment solliciter chacun. Voilà. Et l'autre point important, c'est en effet la sécurité technique du dispositif, parce qu'il faut que ça marche. Dès qu'il y a de la technologie, si la technologie ne fonctionne pas, évidemment, la classe ne peut pas se tenir. Donc nous avons un partenariat au CFPB avec un prestataire qui s'appelle Mandarine, qui devrait, je ne sais pas si Laurent Morer est là aujourd'hui, voilà, avec qui donc c'est un partenariat qui nous permet d'avoir une assurance technique que l'outil fonctionne. Donc les personnes sont... il y a un mail qui leur est envoyé avant la classe virtuelle pour les prévenir du jour, de la date, de l'heure et de la façon avec laquelle ils doivent se connecter. Ils sont ressollicités 5 jours avant, 2 jours avant. Mais le jour J, si on s'aperçoit que certains participants ne sont pas connectés, notre prestataire les appelle pour vérifier qu'ils n'ont pas de difficultés techniques ou leur rappeler qu'ils doivent entrer dans la classe virtuelle.
Et pendant toute la classe virtuelle, une personne de mandarine assiste à distance aussi à la classe virtuelle pour, en cas de problème, intervenir en direct pour éviter les dysfonctionnements. On n'a quasiment pas eu de dysfonctionnement depuis, et on a fait un certain nombre de classes virtuelles, plus d'une centaine sur quelques mois avec la BPCE, et Nicole Berger vous en reparlera juste après. On n'a pas eu de problème technique. C'est vrai que l'outil de webconférence est relativement simple, donc on utilise des fonctionnalités de quiz, de choses un peu interactives en ligne, mais pas de fonctionnalités très compliquées, et des tests en amont avec chaque établissement et chaque participant sont faits par Mandarine pour vérifier que chaque collaborateur pourra bien accéder le jour J à l'outil de webconférence, que sa connexion Internet fonctionne, que l'outil fonctionne, et le fait du pont téléphonique, bon là il n'y a pas trop de difficultés, le son passe très bien.